C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau Facebook Live en présence donc du professeur Pierre Labauge qui est neurologue au CHU de Montpellier et coordinateur du CRC-CEP de Montpellier. Bonjour professeur Labauge. Bonjour Emmanuel. Merci à vous de nous accorder du temps et pour parler donc des effets indésirables des traitements de fond. Donc, au nom de la Fondation ARCEP, je vous remercie pour le temps que vous allez nous accorder. Effectivement, il y a de nombreuses questions qui se posent et pour trouver un équilibre entre efficacité, effets secondaires et tolérance. Donc, vous allez répondre aux questions des auditeurs, mais auparavant, vous allez nous faire une petite présentation rapide pour justement situer le sujet. Je mets le diaporama. Merci beaucoup Emmanuel, je remercie la Fondation ARCEP de toute l'organisation et de cette initiative. Effectivement, je vais juste vous camper un petit peu le décor pour pouvoir mieux répondre aux questions. Et la prise en charge de la maladie au niveau des traitements, ça va être un équilibre entre l'efficacité, bien sûr, que les malades demandent, la tolérance et les risques et effets secondaires. Diapositive suivante. Alors, comment on arrive un petit peu à vous exprimer ces risques? Premièrement, c'est issu des études thérapeutiques, ce qu'on appelle des études pivots. Ce sont des études sur un nombre restreint de malades, suivis pendant un temps restreint. En général, c'est 300 malades, suivis sur des études internationales de nouveaux traitements pendant 2 à 5 ans. Donc déjà, on a une idée de l'efficacité, on a une idée des effets secondaires et des risques. Ensuite, le suivi au long cours. Le suivi au long cours est extrêmement important. Vous avez des bases qui sont des bases nationales, des bases internationales, qui sont des registres anonymes qui vont nous permettre justement, là, sur 10 ans, 15 ans, sur, en France, 75 000 patients saisis dans la base de Edmus, vont nous donner justement une meilleure sécurité quant au risque d'effets secondaires des traitements. Donc, c'est le deuxième volet, c'est le suivi au long cours. Et puis, il y a notre suivi quotidien. Ici, vous avez les courbes de la base Edmus, où tous les centres qui implantent les patients dans la base nationale des patients sclérose en plaques sont représentés. Et au CRC Montpellier, nous suivons 4000 patients sclérose en plaques. Alors, 4000, ça veut dire quoi? Eh bien, s'il y a 200 jours ouvrables dans l'année, c'est 20 malades par jour. Toute l'année, 20 malades par jour viennent au CRC et en sclérose en plaques. Et ça nous donne également une idée dans la vraie vie de ces traitements en termes d'efficacité des effets secondaires. Diapositive suivante. Alors, pourquoi on est amené à parler de ces traitements? Parce que les choses ont énormément évolué depuis 35 ans. Les malades les plus anciens se rappellent qu'il n'y avait que de la cortisone. Est arrivée l'ère des interférons en 1995. Et actuellement, nous avons une galénique d'une quinzaine de traitements disponibles. Donc, qui dit plusieurs traitements, c'est plutôt positif, bien sûr, pour la prise en charge de la maladie et l'efficacité, mais indique également des choix différents et indique aussi des risques, des effets secondaires spécifiques à chaque traitement. Et donc, on multiplie cette surveillance en termes de tolérance et d'efficacité d'effets secondaires. Diapositive suivante. Les grands enjeux de la maladie aujourd'hui, c'est un diagnostic tôt, un traitement tôt, on va en parler un petit peu après, mais quel traitement, ce qu'on appelle la stratégie thérapeutique, puisqu'il y a beaucoup de traitements disponibles, l'évaluation de l'efficacité, le malade, lui, ne veut pas de poussée, ce qui est tout à fait normal, et nous, en plus, on rajoute l'IRM où on ne veut pas de nouvelles lésions, et l'objectif du traitement, c'est pas de nouvelles poussées, pas de nouvelles lésions sur les IRM. Et puis, des risques à beaucoup plus long terme, 10, 15 ans, la gestion du risque qui est le sujet d'aujourd'hui, et puis les formes progressives et également d'arriver à une médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'en fonction de chaque patient, nous aurons un choix thérapeutique différent. Diapositive suivante. Aujourd'hui, l'état des lieux de la prise en charge de la sclérose en plaques, eh bien, quand on voit un patient pour la sclérose en plaques, pour un diagnostic, on va faire une analyse multiparamétrique, c'est-à-dire qu'on va intégrer plusieurs éléments de décision, notamment l'âge, le type de poussée initiale, les données de la ponction lombaire. Et rapidement, l'IRM est un outil clé pour la décision thérapeutique
avec soit une charge lésionnelle élevée ou une charge lésionnelle faible sur l'IRM cérébral. La limite, c'est 9 lésions. La présence ou non de lésions médulaires. Et donc, on va intégrer en fait ces paramètres après la première poussée pour décider du meilleur traitement à donner aux patients. Diapositive suivante. Ce que nous avons montré avec Jérôme Dessèze et Jean Pelletier, et donc les 3 cohortes de Strasbourg, Marseille et Montpellier, nous avons suivi 863 patients qui avaient une sclérose en plaques rémitante, traités par interféron ou l'acétate, et on les a suivis 10 ans. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'un patient qui a plus de 3 mauvais facteurs au départ, c'est-à-dire par exemple un âge élevé, des lésions sur l'IRM médulaire, beaucoup de lésions cérébrales, eh bien, ce patient, si on le traite par interféron, il va avoir un risque sur 2 de refaire une poussée dans les 5 ans. Et donc, ça nous amène à avoir un outil pour une meilleure décision thérapeutique, et on parle dès le premier traitement sont proposés. Diapositive suivante. Vous pouvez passer encore parce qu'il y a une animation. Allez-y encore. Encore une animation, voilà. Et donc, on arrive à un algorithme qui est assez simple finalement. D'abord, une fois qu'on a fait un diagnostic de sclérose en plaques, eh bien, on propose un traitement. On propose, c'est-à-dire que le malade est aussi libre de sa décision. Précoce. Précoce, ça veut dire dans la première année après les symptômes, c'est une maladie chronique. Ce n'est pas un traitement à décider dans le mois qui suit. Et donc, le diagnostic doit être fait, le diagnostic doit être approprié. Il y a une explication quant à la maladie et également quant aux possibilités de traitement et aux objectifs du traitement. Ensuite, une fois que c'est décidé, accepté, eh bien, il va y avoir 2 groupes. Vous allez avoir des patients ayant plutôt des facteurs de meilleur pronostic au départ, par exemple un âge jeune, un sujet féminin, une IRM médulaire normale, et on va plutôt proposer un traitement immunomodulateur, qui est le groupe des interférons, de la Copaxone et également des traitements par voie orale. À l'inverse, si au décours de la première consultation initiale, eh bien, nous estimons que le patient a des facteurs de risque d'avoir de nouveau des poussées, on les a vus juste avant, eh bien, on va plutôt lui proposer un traitement dit de haute efficacité, ce qu'on appelle en termes anglo-saxons les HET, qui sont des traitements immunosuppresseurs. Et vous en connaissez certains, il y a la cladribine, il y a le fingolimod, également le natalizumab, et puis tout le groupe des anti-CD20, rituximab ou Mactera, ocrelizumab, et maintenant les anti-CD20 par voie subcutanée, l'ofatumumab. Diapositive suivante. Alors, pour mieux comprendre ces traitements, je vous fais une diapositive de synthèse. En gros, c'est la liste des traitements, l'efficacité attendue à 2 ans et 5 ans, les effets secondaires et les risques. Un petit peu différent d'avoir un effet secondaire par rapport à un risque. Et puis, j'ai rajouté une ligne qui s'appelle la qualité de vie. Parce que c'est bien si la maladie n'évolue pas, mais comme on a beaucoup de médicaments, on insiste beaucoup sur la qualité de vie par rapport au traitement, ce qu'on appelle le PRO. Le PRO, c'est le Patient Related Outcome, c'est comment le patient perçoit son état médical. Et donc, vous voyez que les critères de décision pour maintenir ou changer un traitement, ils sont multiples. L'efficacité, les effets secondaires, mais également les risques induits par les traitements. En un mot, les 4 premières lignes sont des immunomodulateurs. Vous les voyez écrits, et ça diminue 30% le risque de pousser une nouvelle lésion à 2 et 5 ans. Des effets secondaires et les risques importants. Il y a toujours des risques en médecine, mais finalement, ils sont quand même très rares. Sur la qualité de vie, eh bien, clairement, il y a des traitements qui sont bien adaptés avec une bonne qualité de vie et d'autres traitements un peu moins, notamment les traitements injectables. Ensuite, les 4 dernières lignes sont des traitements dits de haute efficacité, de l'immunosuppression. Et vous voyez que statistiquement, eh bien, le risque de poussée va énormément diminuer avec ces traitements. Mais par contre, dans les effets secondaires, il y a des effets secondaires notables. Et puis, il y a des risques. Vous voyez, si on descend ce tableau, de plus en plus, il y a des risques. Ça ne veut pas dire que ce soit des risques fréquents. Mais on voit que par rapport à l'immunomodulation, il y a plus de risques avec ces traitements. Enfin, la qualité de vie, ces traitements de nouvelle génération sont, au niveau qualité de vie, en général, bien appréciés, permettant une bonne qualité de vie avec ces traitements dits de haute efficacité. Diapositive suivante.
Et donc, toute cette intégration, je le dois à tout ce qu'on a dit au départ, hein, les connaissances de la maladie, mais également à toute une équipe qui nous fait remonter justement les informations. Vous avez toute l'équipe du CRC. Nous avons aussi une infirmière de pratique avancée qui nous permet de mieux collecter, au contraire, au quotidien, au fil de la plume, tous les effets secondaires indésirables signalés par les patients sous traitement. Je vous remercie et donc Emmanuel va faire l'intermédiaire pour toutes les questions que vous souhaitez poser. Je crois qu'on ne vous entend pas, Merci, Emmanuel. oui. Merci, professeur Labauche, pour ces explications. Alors, vu les données que vous avez présentées, effectivement, avant de proposer un traitement à une personne, vous allez tenir de certains critères cliniques, mais aussi de la qualité de vie. Si j'ai bien compris, quels sont les avantages et inconvénients. Et en fait, c'est aussi adapté en fonction du mode de vie de la personne pour estimer les risques. Bien sûr, oui, oui. Alors là, on rentre dans vraiment, j'ai fait un diaporama généraliste et pédagogique. Après, bien sûr, il y a l'âge de la personne, les comorbidités également. Et puis, il y a aussi des seuils de tolérance individuels. Vous avez des patients qui vont très, très bien tolérer un type de traitement, et puis l'autre patient, avec le même traitement, il aura des effets secondaires. Et là, nous n'avons pas de facteurs prédictifs. C'est-à-dire que, par exemple, avec les injectables, il y a des patients qui n'ont pas d'effets secondaires et d'autres patients qui vont avoir des effets secondaires. Et c'est pareil pour le traitement par voie orale. Est-ce que vous pouvez préciser la différence que vous faites entre effets secondaires et risques? Alors, un effet secondaire est un événement lié au médicament, mais qui est un événement indésirable, bien sûr, non grave théoriquement, et dans les études de pharmacologie et d'études pivot, un événement indésirable non grave, c'est un événement qui ne nécessite pas d'hospitalisation ou de traitement approprié. Un syndrome grippal, par exemple, on fait une injection d'un syndrome grippal, c'est un effet secondaire. Là aussi, des patients ont des syndromes grippaux modérés, ce qui ne justifie pas de changer de médicament. Donc ça, c'est les effets indésirables, qui ne sont pas constants, heureusement. Les risques, là, c'est un petit peu différent. C'est un effet indésirable grave, finalement. C'est-à-dire qu'il va obliger à faire arrêter le traitement. Par exemple, des traitements donnent des hépatites médicamenteuses. C'est rare, mais on est obligé d'arrêter le traitement. Et là, on rentre à ce moment-là dans un effet indésirable et le traitement doit être arrêté et modifié. C'est pour ça qu'entre effet secondaire et effet indésirable grave, cette nuance est très importante. D'accord, donc effet indésirable grave, c'est ce que vous appelez les risques. Oui, c'est les risques. Alors, il y a beaucoup de questions sur quels sont les effets indésirables et les risques pour chacun des traitements. Est-ce qu'il est possible un peu notamment, quels sont les risques de cancer? Est-ce que certains traitements peuvent entraîner des tendinites, des migraines, de la fatigue? Et une question, est-ce que effet secondaire, ça dure tout le temps du traitement ou c'est en début de traitement, il peut y avoir une adaptation, ils peuvent disparaître au cours du temps? Sur les effets indésirables, alors, ou les effets secondaires, on va plutôt dire. Sur les effets secondaires, d'abord, ils ne sont pas constants. En un mot, avec les interférences, c'est avant tout un syndrome grippal, c'est-à-dire courbature. On conseille du Doliprane, des anti-inflammatoires. Ça diminue avec le temps. En général, on donne 3 à 6 mois. Si au bout de 3 à 6 mois, le syndrome grippal post-injection est toujours présent et gêne dans la qualité de vie, on propose de modifier le traitement. Soit on modifie le traitement en prenant un autre traitement injectable, parce que les interférons sont un petit peu différents. On peut très bien avoir un syndrome grippal avec un type d'interféron, mais pas avec un autre interféron. Ou on passe au traitement par voie orale. Sur les traitements par voie orale immunomodulateurs, donc c'est le groupe téréphénomide, tecfidera. Les grands effets secondaires qu'on voit le plus souvent, ou effets indésirables, des troubles digestifs. C'est nausées, diarrhée. Ce n'est pas constant, heureusement. Avec le téréphénomide, on peut avoir des atteintes hépatiques. Là, on est sur un effet indésirable qui peut être grave. C'est rare. C'est surtout au début du traitement dans les 3 premiers mois. Et dans ces cas-là, si l'hépatite est confirmée avec des taux d'enzymes hépatiques élevés, nous conseillons d'arrêter le traitement.
Pour le diméthylfumarate, c'est des sensations de bouffée de chaleur en plus des troubles digestifs. On donne un peu d'aspirine et si vraiment c'est gênant, on est obligé de l'arrêter et de le changer. Finalement, en termes de risques et d'effets indésirables graves avec ces groupes de traitements que je viens de citer à l'instant, c'est avant tout l'atteinte hépatique avec le thérophilumil qu'il faut surveiller et qui survient en début de traitement. Ensuite, sur les immunosuppresseurs, le fingolimod ou le Gilenya peut donner des troubles digestifs. Donc là, on est sur un effet secondaire. Parfois, les malades disent qu'ils sont fatigués avec le Gilenya. Pourquoi? Parce que le Gilenya ralentit un petit peu la fréquence cardiaque et les malades le perçoivent comme un état de fatigabilité, mais qui est simplement dû à une petite diminution de la fréquence cardiaque. Donc, c'est des effets secondaires non graves, assez rares finalement. Donc, on garde le plus souvent le traitement. En termes de risque ou d'effets indésirables graves avec le fingolimod, c'est avant tout des atteintes hépatiques. Et là aussi, c'est surtout dans les premiers mois du traitement. Ensuite, sur le natalizumab, pour être très précis, donc c'est le traitement en perfusion une fois par mois à 300 mg, qui est disponible en subcutané. Finalement, au niveau qualité de vie, au niveau effets secondaires, comme on vient de les décrire, il y en a très peu. C'est un médicament qui est bien supporté, il y a un risque allergique, il faut le savoir, mais finalement, c'est un médicament qui est très bien supporté. Ensuite, la complication du natalizumab, c'est la LIMP, bien sûr, qui est liée à une résurgence d'un virus qui est 100, qu'on appelle le JC. Et justement, on va modéliser ce risque avec la sérologie JC virus. En un mot, si la sérologie est négative, on n'a jamais été en contact avec ce fameux virus, et le risque de LIMP, il est extrêmement minime. Par contre, si on a une sérologie positive, il y a un risque de LIMP beaucoup plus élevé, et en général, on conseille soit de ne pas démarrer le natalizumab, soit de l'arrêter si la sérologie s'est positivée entre-temps. Par rapport aux anti-CD20, ces médicaments qui sont sur le plan effets secondaires ou quotidien, je dirais, bien supportés. En général, c'est bien supporté. Parfois, les malades décrivent un petit grésillement laryngé. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui gratte, un petit peu comme s'ils avaient un chat dans la gorge. Au moment de la perfusion, qui peut durer un jour ou deux, c'est très rare. C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut ralentir un petit peu le début de la perfusion. Voilà, c'est vraiment un effet du traitement. Par contre, en termes de complications ou d'effets indésirables graves des anti-CD20, c'est les risques infectieux. On l'a vu avec le Covid, et des risques infectieux pulmonaires, d'où le calendrier vaccinal qui est conseillé. Donc, vous voyez, on rentre sur là, autant les immunomodulateurs ont peu finalement de risques au long cours, autant les immunosuppresseurs, ben, il y a un petit risque, même s'il n'est pas majeur, mais on change effectivement de risque ou d'effets secondaires graves avec ces immunosuppresseurs. Alors justement, vous avez parlé du Covid, donc il y a des questions. Est-ce que les infections au Covid ont pu augmenter certains effets secondaires pour des traitements? Alors, ça, c'est toute la puissance des registres. Donc, il y a plusieurs études françaises qui ont été publiées, italiennes, américaines. Donc, ça, c'est la puissance des registres. Le Covid, c'est récent. Le Covid, c'est il y a 2 ans. Et nous avons des réponses grâce aux registres au quotidien pour les patients. Alors, déjà, des choses simples. Le Covid n'augmente pas la fréquence de la sclérose en plaques sur un plan statistique. Deuxième point, le Covid n'aggrave pas la sclérose en plaques. Troisième point, les formes de Covid chez les patients ayant la sclérose en plaques est similaire à celle de la population générale, sauf dans certaines situations, avec certains types de traitements, et notamment les anti-CD20, justement. Ça, c'était les données 2020. Il faut voir aussi que ce fameux virus Covid a muté, il a changé, et les personnes sont vaccinées, notamment dans les pays industrialisés. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la contamination, entre guillemets, par le Covid, il y a des pics, il y a des cycles. Juillet, c'est reparti un petit peu vers le 15 septembre, mais les complications médicales sont beaucoup moins importantes que ce qu'on a vécu en 2020. C'est pour ça qu'on n'en parle pratiquement plus à la télévision. Pour 2 raisons simples. Premièrement, la protection vaccinale. Et deuxième élément, c'est un virus qui a muté et qui visiblement actuellement est moins dangereux pour tout le monde, y compris les patients sclérose en plaques, y compris les patients sous anti-CD20.
Alors, il y a plusieurs questions concernant des douleurs au point d'injection, donc avec les traitements qui sont injectables. Est-ce que c'est dû au traitement ou à la façon de faire l'injection? La première chose, quand il y a des douleurs aussi d'injection, c'est de refaire l'injection avec une infirmière spécialisée en scores en plaques, avant de dire c'est un effet secondaire du traitement, il faut le changer. Ça nous est arrivé très régulièrement, où le patient nous décrivait des douleurs aussi d'injection avec les produits injectables, et simplement en reprenant, entre guillemets, la technique qui est assez simple, hein, finalement, avec une infirmière vraiment qui est spécialisée en scores en plaques, d'éducation thérapeutique ou une IPA, eh bien, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de nécessité de changer le traitement. Donc, la première chose à faire, c'est ça. Ensuite, si les injections sont bien faites, c'est un des effets indésirables de la qualité de vie. Et là, il y a une vraie discussion avec le patient. Est-ce que c'est tolérable? Ben, c'est sans risque. Est-ce que c'est intolérable? Eh bien, peut-être de changer de traitement. Alors, on a aussi des questions. Est-ce que la fatigue peut être un effet secondaire des traitements? Alors, la fatigue, c'est un symptôme, d'abord. Qui ne se plaint pas dans la population générale, à un moment donné, d'être fatigué? Et donc, quand un patient scolaire nous dit qu'il est fatigué, il faut aller chercher ce qu'on appelle des facteurs confondants de cette fatigue: mauvais sommeil, état dépressif, arrêt des activités physiques. Voilà, des choses qu'on peut remédier. Ensuite, la maladie donne de la fatigue. Et c'est des cycles. On rentre dans une période de fatigabilité, ça va durer 6 mois, 9 mois, on en sort. Ensuite, les traitements peuvent donner de la fatigabilité. Les malades sous traitement injectable nous disent en tant qu'il y a une fatigabilité. Ça peut se voir aussi par un traitement par voie orale. Il y a peut-être un médicament qui donne moins de fatigabilité qui est natalizumab. Alors, des autres, justement, vous avez évoqué aussi, à une époque, on disait beaucoup que certains traitements entraînaient des dépressions. Est-ce que c'est confirmé et est-ce que ça peut entraîner des dépressions graves? Alors, ça avait été beaucoup décrit il y a 20 ans avec les interférons. On en parle beaucoup moins aujourd'hui. Les interférons peuvent aggraver ou révéler des syndromes dépressifs. Et là, premièrement, est-ce qu'on maintient ou non le traitement par interféron? Parce que changer un traitement, c'est une vraie décision. Si on a assez d'arguments pour dire, ben non, on peut le maintenir parce que finalement, médicalement, à part cet effet non voulu, bien sûr, le traitement est efficace, il n'y a pas de risque, ben, on peut les laisser en traitant l'état dépressif. Et on voit, si la dépression sous interféron résiste au traitement antidépresseur, à ce moment, on change le traitement. À l'inverse, si la dépression est très sévère et que le malade le demande et que la situation médicale le permet, notamment s'il y a une évolution de la maladie, on arrête les interférons. Donc, en pratique, oui, les interférons peuvent aggraver, révéler des états dépressifs, qu'il y ait ou non des antécédents dépressifs. On me parle aussi de démangeaison. Avec plusieurs traitements, des personnes parlent de démangeaison. À quoi sont-elles dues? Est-ce que c'est vraiment les effets secondaires du traitement? Oui, vous pouvez avoir des réactions cutanées hein, avec les traitements, tous d'ailleurs. La vraie question, c'est est-ce que c'est une allergie? On peut être allergique à tous les traitements. On est même allergique à la cortisone, alors que c'est le traitement d'allergie. Et donc, quand il y a un état cutané qui est induit par un traitement, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est une allergie? Et là, une consultation dermatologique ou allergologique est conseillée pour faire le tri. Ensuite, on voit avec les dermatologues comment traiter ce prurit. Si le dermatologue retient imputabilité au traitement qui résiste à des traitements simples de démangeaison, on change à ce moment de traitement. Avec différents traitements, on a aussi évoqué des douleurs articulaires ou musculaires. Est-ce que c'est dû à la maladie ou vraiment au traitement? Alors, bien sûr, la maladie, hein, il faut chercher. Alors, les douleurs neuropathiques liées à la maladie, c'est des paresthésies, des fourmillements, l'électricité, des brûlures, c'est un bras, une jambe, les deux bras. Les douleurs articulaires, c'est un peu différent. Hein. Les douleurs articulaires, c'est des douleurs localisées au niveau des articulations qui n'ont pas ce composant aussi en termes de qualité, en termes de brûlure, d'électricité, de fourmillement. Alors, il y a un traitement qui, classiquement, peut donner des douleurs, effectivement, articulaires, c'est le tériphonamine, il faut le savoir.
Et donc, quand un malade qu'on met sous terrifiluomide, quelques mois plus tard, nous dit ben, ils sont apparues des douleurs articulaires, invalidantes, eh bien, parfois, on est obligé d'arrêter le terrifiluomide pour voir si ces douleurs disparaissent. Alors, quelqu'un demande si vous pouvez préciser ce que vous appelez le cycle de la maladie, avant de reprendre les questions sur les traitements, les effets secondaires. Bah, la sclérose en plaques, ce n'est pas une maladie qui évolue de façon linéaire. Et on va rentrer dans des cycles de poussée, on va rentrer dans des cycles de douleur, on va rentrer dans des cycles de fatigue. Alors, ce n'est pas aussi bien, entre guillemets, décrit ou validé dans la littérature, mais c'est à force de voir des malades. Les douleurs ne sont pas définitives. On a des malades qui commencent à présenter des douleurs neuropathiques, et puis 6, 9 mois après, influencés ou non par les traitements adaptés, la douleur diminue ou disparaît. La fatigue, c'est pareil. Et donc, pour moi, c'est ce que j'appelle des cycles, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va rentrer dans une période de fatigabilité qui va durer plusieurs mois, qu'il va falloir essayer de traiter, et à un moment donné, on va en ressortir. D'accord. Évidemment, il y a un traitement qui est reconnu comme effet secondaire pour perdre les cheveux. Est-ce qu'après il repousse? Est-ce que ça dure tout le traitement? Quel en est-il? Quelque chose donc d'handicapant, surtout pour une femme. Oui, bien sûr. Bon, déjà, tous les traitements qui vous sont proposés, entre guillemets, ce n'est pas de la chimiothérapie, hein, c'est de la biothérapie. Ça serait important déjà sur le concept de fond. Il y a 20 ans, 25 ans, on donnait des chimiothérapies hein, dans la maladie. Donc déjà, par rapport, et ça c'est une question fréquente en association, les traitements de fond proposés, quels qu'ils soient, hein, que je vous ai montré, ce n'est pas des chimiothérapies par rapport à l'alopécie, la perte de cheveux, il n'y a pas plus de risque. Et il y a un traitement qui, effectivement, peut entraîner une perte des cheveux, qui est le terrifiluomide. Alors, classiquement, c'est une perte modérée des cheveux, même de la densité capillaire des cheveux pendant les 6 premiers mois. Et puis après, ça se stabilise, ça repousse. En général, c'est ce qui se passe. Mais de temps en temps, on a des malades qui continuent à avoir 6 mois après une perte de cheveux. Et là, on rentre dans la sensibilité individuelle aux effets secondaires. Hein. Ça, chaque malade est son propre témoin. Et parfois, on est obligé de l'arrêter parce que c'est trop gênant pour le malade. D'abord, psychologiquement, la perte des cheveux est toujours quelque chose de mal vécu, même si ça ne se voit pas, déjà psychologiquement. Et puis, éventuellement, un aspect esthétique, bien sûr. Donc, si ça perdure au-dessus de 6 mois, si c'est gênant, effectivement, c'est un des critères d'arrêt du traitement par terrifiluomide. Alors, il y a quand même, là, on parle des effets secondaires, donc c'est-à-dire non indésirables à court terme. Les questions, c'est quels sont les effets, les risques à long terme? Peut-on prendre des traitements toute la vie? Alors, sur la deuxième diapositive, vous avez montré un petit peu le niveau de connaissance, comment on arrive à s'exprimer sur les effets secondaires, les risques des traitements. Et puis, il y avait un acronyme qu'on appelle le PMR, avant c'était le PGR. Le PMR, c'est le plan minimal de risque. En fait, c'est des suivis au très long cours, 10, 15 ans. Aujourd'hui, la première question d'un patient, c'est combien de temps je dois démarrer un traitement de fond? Et moi, ma réponse, c'est le plus longtemps possible. Et le plus longtemps possible, c'est tant que ça marche et tant que c'est bien supporté. Ensuite, peut se passer des questions où un malade souhaite arrêter un traitement de fond. C'est toujours des situations, voilà, au cas par cas, il n'y a pas de règle. On estime aujourd'hui qu'on peut arrêter à la demande du malade un traitement de fond si on a un âge au-dessus de 50 ans avec l'absence d'activité de la maladie depuis 5 ans. Pourquoi on a mis 50 ans? Parce qu'il y a moins de poussées après 50 ans qu'avant 50 ans. C'est pour ça qu'on peut, si le malade le souhaite, dans ces conditions-là, envisager un arrêt du traitement de fond. La deuxième chose, c'est la sécurité au long cours. Et ça rejoint sur une de mes diapositives où je vous disais, c'est quoi les enjeux à 10 ans? Et vous avez parfaitement raison, c'est quelle sécurité de ces médicaments? Alors, il y a des médicaments qu'on connaît depuis 25 ans. On a une très bonne sécurité au très long cours, c'est les interférents et la Copaxone. Ensuite, il y a des médicaments un peu plus récents, qui sont le terrifiluomide et le diméthylfumarate, fumarate, qu'on prescrit en prescription classique depuis 2014. Donc, quand même, ça fait 8 ans
qu'on les donne dans la vie courante, dans le monde industrialisé, donc des dizaines de milliers de patients traités sur au moins 8 ans, le risque inattendu, on va dire, du fait de l'accumulation de traitements, aujourd'hui, n'a pas été retrouvé. Ensuite, pour le natalizumab, on le donne en prescription régulière, hein, depuis 2007 en France, 15 ans. Nous avons des malades qui actuellement sont à 15 ans de traitement par natalizumab. À partir du moment où ils sont JC négatifs, on peut le garder des dizaines d'années. La seule restriction, c'est les anti-CD20, puisqu'on les donne depuis 2017-2018. On connaît ces médicaments parce qu'ils sont donnés dans d'autres maladies neurologiques ou dans d'autres domaines de la médecine immunitaire. Mais c'est vrai que chez les patients sclérose en plaques, eh bien, on ne sait pas, au bout de 5, 10, 15 ans de traitement par anti-CD20, quels sont les risques que nous allons induire. Et donc, là, il y a toujours cette interrogation. Alors, on va quand même les donner des autres disciplines qui montrent une bonne sécurité au long cours. Mais pour vous donner une idée, un de mes jeunes, puisque, voilà, qui a 40 ans quand même, va déposer ce qu'on appelle un PHRC, c'est-à-dire un PHRC, c'est un projet de recherche labellisé par le ministère, pour savoir si au bout de 2 ou 3 ans d'anti-CD20, eh bien, on garde les anti-CD20 ou alors on passe à une molécule immunomodulateur qu'on connaît depuis très longtemps et qui n'a pas de risque. Et donc, dans les neurologues qui prennent en charge les patients sur leur plaque, cette question est tout à fait vraie. C'est que fait-on au bout de 4, 5 ans, 6 ans d'anti-CD20, le malade va très bien. Quelle est la part de risque que nous pourrions induire par les traitements au long cours? Donc, pour résumer, grande sécurité au long cours sur les 3 quarts des traitements et des choses à mieux estimer pour les anti-CD20 parce que c'est des médicaments trop récents. Alors, il y a beaucoup de questions. Est-ce que le fait, alors pour rester dans les anti-CD20, vous connaissez moins bien, est-ce qu'il y a un risque de cancer ou avec celui-là ou avec d'autres traitements? Parce qu'il y a des personnes qui disent qu'ils ont développé un cancer. Est-ce que ça peut être lié ou est-ce que malheureusement ça peut être un effet, enfin une autre pathologie qui n'est Je vais pas vous liée? donner un chiffre de santé publique. Donc là, on n'est pas du tout dans ce sclérose en plaques. C'est les chiffres des instituts de cancer. Chez les personnes adultes, je parle de personnes adultes, dans sa vie, 1 personne sur 2 fera un cancer. C'est terrible. Ça, c'est la biologie. C'est comme ça, la maladie. Et ça, il faut le mettre en perspective par rapport au risque de cancer dans la sclérose en plaques. Apparemment, nous n'avons pas d'argument aujourd'hui pour dire qu'il y a une association ou une augmentation du risque de cancer chez les patients sclérose en plaques. Deuxième point, pour l'instant, il faut toujours être très prudent en médecine. Pour l'instant, nous n'avons pas d'argument pour retenir une augmentation du risque de cancer induit par les traitements de la sclérose en plaques. Mais vous savez, c'est des registres sur très long cours, les registres de cancer. C'est des registres sur 30, 40 ans. C'est pour ça que cette conclusion ou cette proposition d'aujourd'hui, elle doit être remise en cause, bien sûr, dans 5 ans, dans 10 ans, parce que la vie est très longue. Mais pour l'instant, nous n'avons pas d'argument pour retenir une augmentation du risque de cancer chez les patients que nous traitons. Une question, est-ce que le cumul de différents traitements peut augmenter les effets, la force des effets indésirables et surtout les risques à long terme? Oui, c'est des questions qu'on se pose, et notamment l'accumulation de traitements immunosuppresseurs avec des risques infectieux au long cours. Et donc, nous n'avons pas les outils de la réponse aujourd'hui. C'est vraiment une question pour nous. C'est à force d'accumuler des traitements immunosuppresseurs, quel risque faisons-nous prendre aux patients quand ils démarrent une maladie vers 25 ans et qu'ils arrivent à 60, 65 ans? Ça, c'est des vraies questions. Aujourd'hui, nous n'avons pas de données internationales sur cette question, mais qui est ouverte et qui est sous surveillance, bien sûr. Alors, il y a une personne qui dit qu'elle est en forme progressive. Est-ce que un traitement pourrait augmenter la paralysie ou la faiblesse générale des membres? Alors, théoriquement, dans la sclérose en plaques, nous n'avons pas de traitement qui aggrave la maladie. Alors, il y a des cas exceptionnels, mais on ne va pas rentrer vraiment dans des cas tout à fait exceptionnels et ponctuels qui ont été publiés. Mais
Globalement, les traitements à sclérose en plaques n'aggravent pas. Si un malade est traité qui continue à évoluer, c'est probablement que la maladie évolue en fait et que le traitement n'a pas l'objectif atteint. Je reçois beaucoup de questions, donc j'essaie de. Euh, il y a une des questions aussi importantes. Existe-t-il un moyen pour réduire les effets secondaires? Ah bah, c'est en fonction de chaque effet secondaire. Deux exemples extrêmement simples. Le diméthylfumarate, il faut le prendre au milieu du repas, par exemple. Oui. Il faut le prendre avec un peu de pain et même un petit peu de chocolat ou de beurre. Tout ce qui est huilé améliore la tolérance digestive, les effets cutanés du diméthylfumarate. Les anti-C20 pour cette sensation, parfois le malade décrit de malaise, de rougeur, il y a un chat dans la gorge, il faut ralentir la vitesse de perfusion. Donc, effectivement, on essaye d'adapter les effets indésirables non graves. Les interférences, ça donne un syndrome grippal, ben, on conseille du Doliprane, on conseille des anti-inflammatoires. Donc, il y a effectivement à chaque fois un essai de traitement symptomatique cette fois-ci. Du coup, la question qu'on écoute, à qui faut-il s'adresser pour avoir des conseils sur comment réduire les effets secondaires? Ah, là, c'est votre neurologue. Là, c'est au neurologue de vous répondre. Alors, euh, on a parlé des douleurs musculaires, articulaires, euh, et on me pose aussi la question sur les migraines. Est-ce que un traitement peut entraîner des migraines? Alors déjà, la fréquence de la migraine dans la population générale, c'est 12%. Au moins 12%. Deuxième point, de façon pédagogique, on va dire, on n'a pas d'association sclérose en plaques et migraine. Ensuite, parfois, des patients nous décrivent des céphalées avec tout type de traitement. Si on n'a pas trouvé de cause, si le malade n'avait pas mal à la tête avant, on interrompt le traitement et on voit si les maux de tête disparaissent. Si les maux de tête disparaissent, c'est qu'il y a une imputabilité qui doit être retenue et ensuite on remet le traitement. Si les maux de tête réapparaissent, on le retient. Donc là, c'est au cas par cas et c'est très individuel dépendant. En général, dans la majorité des cas, les patients ne rapportent pas d'aggravation ou de maux de tête ou de création de maux de tête avec les traitements de fond en général. Hein. Mais là aussi, il y a une subtilité individuelle. Euh, Alors, il y a une question. Pouvez-vous parler des traitements des thérapies par cellules souches et quels sont les risques et effets secondaires? Alors là c'est bon, c'est des traitements très d'abord ponctuels. Vous allez avoir de grands types de greffes, on va dire. Vous allez avoir les autogreffes de moelle, c'est-à-dire que là, on prend la moelle d'un patient. Deuxième point, on la purifie, on traite le mal par une aplasie et ensuite on lui réinjecte sa moelle qui est censée être une moelle stérilisée, on va dire, pour arrêter le processus immunitaire. Le greffe de moelle, c'est quelque chose de très lourd. La greffe en elle-même, c'est une perfusion. C'est une perfusion. Mais par contre, c'est le conditionnement de la greffe, puisqu'il faut qu'il n'y ait plus de cellules dans l'organisme. Et donc, on fait là, par contre, de la chimiothérapie. Ça s'appelle une chimiothérapie d'induction, pas pour traiter la sclérose en plaques, mais pour enlever justement les systèmes immunitaires, pour que quand on fait ensuite la greffe du patient, eh bien, il n'y ait plus de rejet immunitaire de ce qu'on va greffer. En général, ça dépend des protocoles, mais c'est un mois d'hospitalisation, de conditionnement avec un bilan avant. Et une fois que la greffe est faite, le malade est en état d'immunosuppression, en gros, pendant 6 mois. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose de complexe. On peut le faire. Il y a des critères pour la greffe de moelle en France. Ce sont des patients qui ont une sclérose en plaques rémitante et non pas progressive. Deuxième point, il faut qu'ils puissent marcher encore. Ensuite, il faut qu'il y ait un échec au moins de 2 traitements bien conduits. Et là, on peut se poser la question de la greffe. J'ai bien dit se poser. Dans les formes progressives, les données des registres où des patients s'est greffés sont plutôt décevants. Et puis ensuite, vous avez effectivement une autre thérapie qui est la greffe des cellules souches mésenchymateuses. Alors là, c'est en développement. Il faut voir les résultats de 3 ans. Aujourd'hui, c'est le début.
En toute honnêteté, il y a eu une étude dans le Lancet qui a montré qu'il n'y avait pas un bénéfice attendu, mais c'est une seule étude et on ne peut pas du tout tirer de conclusion. Alors là, on va des questions différentes, mais qui sont forcément concernent beaucoup, particulièrement les femmes. Est-ce que des traitements peuvent avoir un impact sur les cycles menstruels, sur la grossesse et à terme sur l'allaitement? Théoriquement, les traitements qu'on vous propose n'ont pas de diminution de la fécondité, n'ont pas de perturbation par rapport, et au contraire, un patient qu'on traite, la question de la grossesse va être posée à un moment donné, surtout chez les sujets jeunes. Et donc, les traitements n'interfèrent pas avec les possibilités d'avoir une conception. Sur les cycles hormonaux, non plus. Les traitements ne sont pas connus interférer. C'est des biothérapies, ce n'est pas du tout des traitements hormonaux. Et donc, ils ne sont pas connus comme interférant avec les cycles hormonaux. Donc, pour bien répondre de façon précise, à notre connaissance, les traitements que nous vous proposons n'ont pas d'interférence avec les périodes ovulatoires ou les cycles. Et donc, est-ce que des traitements sont incompatibles avec la grossesse? Alors, déjà, ce qui a beaucoup changé en 20 ans, c'est déjà une patiente ne pas qui veut une grossesse. Aujourd'hui, nous n'avons pas de contre-indication à démarrer une grossesse, ni à allaiter. L'accouchement, la grossesse sont des grossesses qui sont normales. En général, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on voit les malades avant, quand ils nous parlent d'un projet grossesse, on les voit vers le 4e, 5e mois et on les voit après l'accouchement. Si les patientes souhaitent allaiter, elles peuvent allaiter. Mais il y a des traitements qu'on ne peut pas laisser durant une conception. On les reprend les uns après les autres. Les interférons et l'acétate, on peut le laisser durant la grossesse et on peut le laisser durant l'allaitement. Pour une raison très simple, c'est que si on donne ces traitements injectables, c'est qu'ils ne sont pas absorbés. Et comme si la femme allaite, eh bien, le traitement est injecté, il passe dans le lait maternel, mais l'enfant, lui, il va le passer dans le tube digestif. Et donc, du coup, il n'y a pas de risque. Ensuite, les traitements par voie orale, qui sont le diméthylfumarate, qui sont le thyrophilomide, qui sont le fingolimod. Aujourd'hui, nous demandons à ce que ces traitements soient arrêtés durant la grossesse, enfin avant la grossesse, après avec des procédures différentes sur chaque type de traitement. Et s'il y a un allaitement qui est souhaité, ces traitements ne peuvent pas être repris. Le tilabri, c'est un petit peu particulier. Le tilabri, comme on sait que si on arrête, il y a un risque de rebond de la maladie. Le rebond est défini par une poussée plus grave que ce qu'a eu le maladie avant, ce qu'a eu le malade avant. Donc, s'il y a une grossesse alors que le malade est sous tilabri, que sa maladie est équilibrée, aujourd'hui, nous conseillons de garder le tilabri les 6 premiers mois de la grossesse. On l'arrête les 3 derniers mois et ensuite on le reprend le plus vite possible après l'accouchement, dans la semaine, dans les 15 jours. Il n'est pas incompatible avec l'allaitement puisqu'il est injectable. Pour les anti-CD20, pour l'instant, nous conseillons d'arrêter les anti-CD20 s'il y a un projet de grossesse et de le reprendre une fois que la patiente a accouché. Il y a plusieurs questions. Dans le diaporama, vous avez parlé de la limite de 9 lésions. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendiez et ce que ça signifie? Alors, ça, c'est la limite des 9 lésions, c'est ce qu'on avait mis comme marqueur dans notre étude. Après, vous avez d'autres études, notamment de Dextrine, qui ont mis plutôt le niveau à 20 lésions. Vous voyez, donc l'idée, c'est au départ, lors de la première IRM, d'estimer le risque d'avoir une poussée à moyen terme. Et on l'a vu, l'IRM va nous aider dans ce risque. Premièrement, on sait qu'il y a déjà des lésions médulaires, c'est des malades plus à risque de refaire des poussées ou une progression de la maladie à terme. Et deuxième point, dans ce qu'on avait montré, on avait mis le seuil à 9 lésions, 9 taches, en dessous ou au-dessus. C'est un petit peu, entre guillemets, arbitraire. C'était validé sur cette étude, mais c'est un peu arbitraire. Ça peut être 12 aussi. Il ne faut pas non plus dire j'ai 10 lésions, c'est la catastrophe, je suis au-dessus de 9. L'idée, le message, c'est l'IRM cérébrale, autant que la clinique, est un des facteurs pronostiques connus de la maladie au début. Alors, nous, ici, on applique 9. Il y a des centres qui sont un petit peu plus hauts, il faut le savoir. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'on donne une limite qui est un petit peu arbitraire, quantitative et qui a ses défauts.
On nous pose la question, quels sont les effets secondaires avec les corticoïdes? Alors, c'est pas un traitement de fond, effectivement, mais c'est quand même un traitement qui est couramment utilisé pour le traitement des poussées. La corticothérapie, d'abord, au moment de la perfusion du Solumedrol, on va dire son nom, ça donne une insomnie, ça peut faire augmenter l'appétit. S'il y a un état diabétique ou une prédisposition au diabète, ça peut faire augmenter le diabète. Voilà, il y a des risques au moment de la perfusion. C'est pour ça qu'on conseille un régime sans sel, pas de sucre rapide, c'est-à-dire pas de confiture, pas de chocolat pendant les perfusions. Voilà le risque au moment de la perfusion. Après, si on accumule la cortisone, si on fait beaucoup de bolus pendant des années, vous avez des risques induits. Le premier, c'est l'ostéoporose. Deuxième point, ça peut donner au long cours des cataractes qu'on opère, mais bon, c'est quand même un effet indésirable de la cortisone. Et ça peut aussi donner du diabète au long cours. Et c'est pour ça que les bolus de Solumedrol, on ne les donne jamais en permanence. On traite nos patients par bolus de Solumedrol à partir du moment où il faut une poussée qui est gênante. Si c'est une poussée sensitive modérée, on essaye d'économiser la cortisone, de donner un traitement plutôt symptomatique des troubles de la sensibilité. Et donc, là aussi, pour une poussée, on va adapter le rythme de la cortisone par rapport au profil du patient. C'est comme dans les traitements de fond. La cortisone, en plus, il faut le savoir, diminue la durée de la poussée, mais ne modifie pas l'évolution au cours de la maladie et ne diminue pas le risque de séquelles. Et donc, c'est sûr que si on a un trouble de la marche qui dure 4 semaines au lieu de durer 8 semaines, la qualité de vie, on en a parlé, elle est améliorée, bien évidemment. Donc, il faut traiter. Mais voilà, de temps en temps, on propose aux malades de ne pas être traités par cortisone à cause du risque d'accumulation du traitement tout au long d'une vie avec une sclérose en plaques. Alors là, on pose une question plutôt dans le sens inverse. Est-ce que quand il y a déjà un cancer présent, il y a des traitements qu'il ne faut pas utiliser? Alors, ça, c'est une très bonne question. Donc, on discute avec les oncologues. En général, on essaie de segmenter les problèmes médicaux. Quand il y a malheureusement un cancer qui est en train d'évoluer, on essaie de décaler nos traitements de fond. C'est d'abord de régler le problème du traitement de fond du cancer, de le stabiliser. Et si le cancer est considéré comme en rémission guérie, de reprendre à soi le traitement de fond de la maladie. Donc, dans ces cas-là, on arrête plutôt les traitements. Mais là, c'est aussi au cas par cas, suivant le type de cancer, suivant le type de chimiothérapie également. Si vous avez beaucoup de chimiothérapie, vous êtes sur un traitement immunosuppresseur par sclérose en plaques, voilà, ça fait quand même beaucoup au niveau des risques infectieux. Donc, voilà, c'est vraiment au cas par cas, il n'y a pas de règle, mais en général, on arrête, on traite d'abord le cancer, et une fois que c'est guéri ou stabilisé, on reprend les traitements. Alors, de ce fait, une question qui en découle, est-ce que lorsqu'il y a la personne est connue pour avoir un risque de développer un cancer, parce qu'on sait qu'il y a des cancers qui sont génétiques, est-ce que des médicaments peuvent augmenter ce risque? Alors, pour vraiment les cancers, entre guillemets, familiaux ou génétiques, j'imagine, la question, c'est par rapport au cancer du sein, je pense. Cancer du côlon aussi, où on sait qu'il y a une note familiale très claire. Dans ces cas-là, s'il y a un doute, on demande un avis spécialiste d'abord, ou une mammographie, ou une IRM mammaire. Surtout, il y a des protocoles de surveillance très stricts pour les formes familiales de cancer, pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui soit en train de se développer. Et s'il n'y a pas, en général, ce n'est pas une contre-indication pour nous. Mais là, on redouble de vigilance, à la fois pour avoir un bilan, je dirais, de dépistage d'un cancer familial qui n'était pas connu chez cette patiente, et deuxième point, derrière, de suivi aussi. Le meilleur exemple, c'est les cancers du sein familiaux. Il y a un gène, c'est BRCA. Quand il est muté, les cancérologues ont des protocoles très stricts et ils vont jusqu'à l'IRM du sein pour être sûr qu'il n'y ait pas de lésions sous-jacentes. Alors encore une petite question, c'est pas tout à fait un traitement, mais vous avez parlé dans votre diaporama qu'il y avait un suivi en IRM, mais aussi avec la ponction lombaire. Et quelqu'un demande, depuis une ponction lombaire, elle a des migraines importantes. Est-ce que c'est dû à la ponction lombaire et comment limiter et quels sont les risques à long terme? Alors, je ne crois pas que dans mon diaporama, ou alors je me suis mal exprimé, j'ai mis qu'il y avait des ponctions lombaires itératives. Si au départ, il y a un doute diagnostique, que les critères McDonald 2017, qui sont les critères de diagnostic de la maladie,
ne sont pas remplies, la ponction lombaire peut être proposée pour affirmer le diagnostic à ce moment-là. Le diagnostic de la maladie repose sur un faisceau d'arguments, la poussée, les IRM et également la ponction lombaire s'il y a besoin. Et en général, on ne refait pas de ponction lombaire, sauf dans des cas exceptionnels et très ponctuels. Ensuite, le risque de la ponction lombaire, c'est la brèche durale. Tout simplement, c'est qu'on fait un petit trou pour analyser le liquide céphalorachidien. Et le plus souvent, les malades, quand on fait une ponction lombaire comme type de maux de tête, c'est quand ils se mettent debout, ils ont mal à la tête. Et allongés, ils ont mal à la tête. Ça s'appelle une brèche. Voilà. C'est comme un pneu, il y a une rustine, il y a un petit trou, il y a de l'air qui s'en va. Le liquide céphalorachidien, c'est exactement pareil. Et donc, dans ce cas-là, il y a des traitements. D'abord, on demande aux malades d'être allongés, de bien boire. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle un blood patch. C'est-à-dire qu'on va prendre du sang du malade, donc c'est son propre sang, et on va lui faire comme une épidurale, comme pour une péridurale pour la grossesse, et on va aller colmater, en fait, cette brèche. Parfois, il faut le refaire 2 ou 3 fois. Hein. Parfois, ça ne marche pas tout de suite. Euh, Ensuite, sur un terrain donc, de ponction lombaire ancienne, d'avoir des céphalées chroniques, donc des maux de tête chroniques permanents, en général, ce n'est pas lié quand même à la ponction lombaire. Le mal de tête de la ponction lombaire, il est très particulier. Ça survient le soir, au lendemain de la ponction lombaire. Allongé, on n'a pas mal à la tête. Et debout, on a mal à la tête, c'est intolérable. Voilà, c'est dû à la ponction lombaire. Des maux de tête chroniques plusieurs années après, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'imputer à la ponction lombaire. Merci, professeur Labouche, pour toutes ces explications. Alors, si je fais un petit résumé, il y a les effets secondaires immédiats qui, normalement, disparaissent au bout de quelques mois quand on a initié le traitement. Les effets indésirables graves, qu'on appelle les risques, qui sont quand même relativement rares pour les traitements. Mais donc, il faut toujours en parler à son neurologue en cas d'effet secondaire. Et puis, je pense que j'ai dit le principal pour résumer. Après, pour chaque traitement, forcément, il y a des différences. Donc, je vous remercie beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que ce Facebook Live est enregistré et sera donc mis à disposition sur la chaîne YouTube. Et je donne un rendez-vous à tout le monde le mois prochain, le jeudi 20 octobre, pour parler donc des facteurs de risque environnementaux et donc notamment les virus. Donc en présence du professeur Emmanuel Lerec, épidémiologiste à l'école des hautes études en santé publique à Rennes, et du professeur Thomas Michels, qui donc est chercheur à l'Université catholique de Louvain à Bruxelles. Professeur Labouche, est-ce que vous voulez dire un mot de conclusion? Je vous laisse. Non, je remercie la Fondation ARCEP pour cette initiative qui est excellente. N'hésitez pas à poser des questions, bien sûr. Et n'oubliez pas que la décision de la maladie, c'est sans arrêt une gestion de risque, hein. Risque d'évolution de la maladie. Et effectivement, risque, on va prendre avec les traitements, mais parce qu'il y a un besoin de traitement de fond, avec le plus souvent des effets indésirables modérés, qui peuvent être réversibles ou non, qui nécessitent la modification de et puis des effets indésirables graves, sévères, qui sont quand même beaucoup plus rares et qu'on surveille attentivement. Merci beaucoup, professeur.